Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe et spécialisée en nutrition fonctionnelle. Et je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie. La vôtre, ça c'est très important, et celle de vos clients ou de vos patients. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire aujourd'hui? Que si vous faites partie déjà de la communauté de notre masterclass, je vous avais dit qu'elle allait changer de nom. Donc, pour trouver là sur Facebook, si vous voulez trouver sur Facebook, je n'ai pas dit bonjour à Instagram, bonjour. J'étais en train de vous dire que on a changé notre nom de la communauté Facebook. Maintenant, elle s'appelle Live 1929. Donc, comme les titres là, si vous voulez trouver la communauté, à quoi sert cette communauté? Cette communauté, je vais vous proposer d'interagir. Et là, par exemple, aujourd'hui, je voudrais une carte mentale. C'est très important la carte mentale d'aujourd'hui que je vais vous proposer. Parce que c'est la base de la nutrition fonctionnelle. C'est la base de tout. On va commencer déjà par vous présenter. Je vais vous présenter à chaque fois plus de détails, plus de choses de la nutrition fonctionnelle associée parce que vous savez bien qu'on a fini notre masterclass. En fait, on était censé définir nos inscriptions demain, mais on a fini hier. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, on était obligé de fermer pour que la qualité ne tombe pas. Et vous, professionnels de santé, qui n'êtes pas dans la RT2, je ne vais pas vous abandonner. Il y a la communauté qui s'appelle sur Facebook, qui maintenant s'appelle Live 1929. Allez participer. Si vous voulez accroître, apprendre, allez-y. Parce qu'il y a des échanges, il y a plein de choses. OK? Et on va voir maintenant. Je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe et spécialisée en nutrition fonctionnelle. Et je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie. La vôtre, ça c'est très important, et celle de vos clients ou de vos patients. Vraiment, c'est ça notre but, de vous montrer que attendez, parce que là, il faut que je marque ça, à peu près 18, 13. Attendez, hop. Pour vous montrer que ici, on a la base de la nutrition fonctionnelle, qui c'est la matrice de la nutrition fonctionnelle. Alors, toujours, je vais expliquer quelque chose de plus. La nutrition fonctionnelle, elle fait partie de la médecine fonctionnelle. Qui va beaucoup plus, la nutrition et la médecine fonctionnelle, au-delà, mais beaucoup plus, au-delà de supplémentation, d'alimentation, des tests de labo. Pourquoi, Elisa? Parce que la nutrition fonctionnelle, qui est chapeautée par la médecine fonctionnelle, elle va chercher la étiologie. Et aujourd'hui, je vais vous donner des exemples. Elle va chercher de la étiologie, la cause du problème. Ce n'est pas une question seulement d'alimentation, de nutrition, test de laboratoire, non. Non, dans le sens qu'on peut pratiquer la nutrition fonctionnelle sans test de laboratoire. Évidemment qu'on peut, ça va complémenter les tests de laboratoire. Mais ce n'est pas ça le principal. Le principal, c'est d'apprendre à raisonner
les principales, c'est de se libérer de protocoles. C'est ça notre objectif. On va chercher les variations fonctionnelles en utilisant, là oui, différents outils. La phytothérapie, l'aromathérapie, la micronutrition, la mycothérapie. Donc, est-ce qu'Elisa, je suis une spécialiste de phytothérapie, d'aromathérapie? Non, non, pas besoin. Je suis une spécialiste de trouver la cause de la problématique des gens. Ça oui, ça oui. Et pour cela, on a besoin de bien savoir faire les choses. Quels sont les antécédents du patient? Quand on dit comme ça paraît simple. Le problème, c'est qu'une personne qui a, je ne sais pas, 60 ans comme moi, comment on va piocher les antécédents de son histoire qui sont déterminantes pour son tableau, de santé d'aujourd'hui? Parce qu'on dit tableau de santé, on ne dit pas tableau de maladie. Les déclencheurs, qu'est-ce qui a déclenché dans son histoire de vie? Qu'est-ce qui a déclenché son état actuel? Ça peut paraître simple, mais ce n'est pas simple. Parce que ça peut être un trauma, ça peut être une infection, ça peut être une gastro, une hospitalisation, un décès de la famille. Ça peut être plusieurs choses qui sont enclenchées les unes avec les autres. Et on arrête aussi de mettre toute la faute sur le stress. Parce que les gens, ils adorent dire ça. Ah, c'est parce que vous avez du stress. Évidemment, quand on a du stress, on va activer notre système nerveux sympathique. Mais il faut savoir comment. Il faut savoir qu'est-ce qui fait ce système nerveux sympathique. Et il faut savoir gérer le stress. On ne va pas demander à quelqu'un de ne pas avoir du stress. Le stress, c'est notre forme de survie. Et qu'est-ce que ça veut dire stress? Les mots stress. Le stress, c'est quand on a un système et ce système ne supporte plus la charge qui lui est imposée. Je vous donne un exemple. Il y a une chaise. Cette chaise, elle supporte, on va dire un exemple, 100 kilos, la chaise. Donc, la chaise, c'est le système. Ce système supporte 100 kilos. Une personne de plus de 100 kilos va s'asseoir sur cette chaise. Qu'est-ce qui va se passer? Le système va se rompre. Donc, le système, on va passer au-delà de la capacité de support, de supporter du système. La chaise va, plaf! C'est ça le stress. Après, on a le stress physique, on a le stress psychique. Mais physique ou psychique, ça veut dire que la capacité, penser comme un système, la chaise, la personne, que chacun de nous a, est dépassée. Alors, il y a un événement où ma capacité de supporter l'événement est une chaise de 100 kilos. La capacité de mon voisin de supporter le même événement, c'est de 200 kilos. Ah, mais pourquoi? Parce que vis-à-vis de son histoire, de son caractère, de sa façon de regarder la vie, il a plus de capacité de supporter l'événement que moi. Alors, je vais devenir plus stressé que l'autre. Et quand je stresse, qu'est-ce qui se passe? Augmentation du cortisol. Quand on parle de cortisol, on parle de surrénal. Surrénale, pourquoi on parle de surrénale? Parce que c'est la partie réticulée de la surrénale qui va produire ce cortisol. La brique est qui? Le cholestérol. Et une fois qu'on a un besoin de production de cortisol, qu'est-ce qui va se passer? Le cortisol est un voleur des autres hormones. Il va empêcher la production des hormones qui sont produites dans une autre région de la surrénale parce qu'on va donner priorité à la survie. Ah oui, mais c'est qu'un téléphone qui a sonné et la personne elle est hyper stressée. Là, on appelle stress chronique parce que le stress aigu, il est bienvenu. Vous allez traverser la rue, il y a une voiture qui vient tout de suite, il y a le moment du réflexe immédiat, ça c'est une chose. Mais en deuxième place, ça va venir cette décharge d'adrénaline. N'est-ce pas?
Ben ça, c'est bien. Sinon, vous allez mourir dans l'accident. Vous n'allez pas sauter en arrière. Le problème, c'est que les gens sont en train d'avoir un accident de voiture au long de la journée, tous les jours. Et là, il va falloir apprendre à gérer cet stress. Ça donne beaucoup de travail et il faut vraiment vouloir sortir de là. C'est qui dit ça? Une personne qui fait partie du club des stressés, moi-même. Alors, il faut vraiment qu'on ait envie de sortir de cette situation de stress. Donc, antécédent, déclencheur, déclencheur, on a parlé, et le médiateur et perturbateur. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un autre exemple, parce que les médiateurs ne sont pas que tout ce qu'on voit dans la circulation sanguine qu'on a besoin de faire un bilan. Par exemple, la graisse ventrale est un médiateur, est un perturbateur. Pourquoi? Parce que si vous avez la graisse ventrale, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des envois de cytokines inflammatoires toute la journée. Si vous avez de cytokines inflammatoires toute la journée, vous allez promouvoir un facteur de transcription qui s'appelle NF-κB qui va promouvoir cette inflammation. Alors, c'est un perturbateur, c'est un médiateur qui va faire le maintien de cet état de non-vitalité, de cet état de baisse de vitalité qu'on appelle vitalité positive. Pourquoi? Parce que vous êtes en surpoids. Ça, c'est un exemple d'un médiateur perturbateur. Donc, ce n'est pas que des choses qu'on peut mesurer. Ça aussi, qu'on peut mesurer dans un bilan sanguin, urinaire, n'importe, qui c'est l'expression de ce qui ne va pas dans notre corps. Mais il y a aussi, tout simplement, en train de regarder le tour de taille d'une personne, on sait qu'elle est en train d'envoyer dans son corps de cytokines inflammatoires. Et si on va ajouter ça à son stress, là, ça fait beaucoup. Là, ça fait beaucoup. Vous comprenez? Nathalie, Fatima, Aminé, Marie, tout le monde, Kamel, Soumeya, vous qui êtes là, que je ne vois pas, qui est sur Instagram, les gens qui sont sur Facebook, je vois. Sur Facebook, est-ce que vous pouvez m'aider? Donnez un like, s'il vous plaît. Et abonnez-vous. OK? Après, il y a ici, au milieu, qu'est-ce qu'on voit au milieu là? Au milieu de cette histoire. On voit un thérapeute, un médecin, un dentiste. C'est la personne là-haut qui est avec les yeux ouverts là-haut. C'est le professionnel de santé. Arrêtez de dire non, je suis coach sportif, je suis naturopathe, je n'ai pas besoin de connaissances, je fais que de bobos. Alors, vous n'êtes pas un professionnel de santé. Valorisez-vous. Comment on se valorise? Au travers de la connaissance. La connaissance, elle va vous donner de la liberté. Elle va vous faire avoir le courage de prendre un téléphone et discuter avec un médecin. Elle va vous donner la puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas en train de faire de petites études que vous allez changer votre vie. Non. C'est pas comme ça. C'est pas en train de mémoriser un protocole, donner de la valériane, donner de ashwagandha pour ça, pour ça, pour ça. Ça sert à rien tout ça. Ça sert à rien. Notre objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin. Tac, 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 tac. Alors, on a fonction cognitive. C'est quoi? La carte n'est pas le territoire. Ah, Elisa, vous avez inventé ça? Non. Ça, c'est de la programmation neurolinguistique de Richard Bandler, que moi, je fais jusqu'au bout. J'ai toute la formation en PNL. Ah, j'ai besoin de faire aussi? Non, vous n'avez pas besoin, je vais tout vous raconter. Parce que je vais vous donner mon expérience clinique, mon expérience de je ne sais pas combien d'années. Vous faites les comptes. J'ai 60 ans, j'ai eu mon diplôme de dentiste en 1985. Faites les comptes, je ne sais pas.
j'ai toujours spirituel. Je n'ai pas corrigé ça. Oh mon Dieu. Et la fonction cognitive, elle dit, la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a la France. La France, c'est le territoire. Mais la carte de la France, ce n'est pas la France. C'est une représentation de la France. Et dans notre vie, on a tous, chacun de nous, une représentation de la vie. Et c'est pour cela que je vous demande de ne pas donner des affirmations. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est correct. Ça n'existe pas parce que ça, c'est votre lecture du monde. Il y en a ici, Mehdi, Soumeya. Je ne sais pas d'où ils viennent. Est-ce que Mehdi, que par le nom, Mehdi et Soumeya, ils viennent du même monde d'Elisa qui vient du Brésil? Non. Donc, Mehdi et Soumeya ont une expérience de vie qui est complètement différente de la mienne, mais qui est complètement valide. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu, ils ont leur expérience, ils ont des échanges à faire. Donc, leur carte qu'on dit de la France, c'est pas le territoire. Et notre client et notre patient, c'est pareil. Si vous ne respectez pas cette dimension que chacun de nous qui est ici, on a notre carte et on a parfois, on est tous en France, on est tous dans le monde, mais chacun a sa carte mentale, sa façon de regarder le monde. Et c'est ça que je vais vous apprendre à découvrir comment comprendre la carte mentale de l'autre. Mais pourquoi je vais comprendre la carte mentale de l'autre? Sinon, vous n'allez pas avoir beaucoup de clients, beaucoup de patients de qualité. Vous allez travailler comme un chasseur de papillons. Qu'est-ce que c'est un chasseur de papillons? Un chasseur de papillons, il part le matin pour chasser du papillon, il passe toute la journée et il vient avec un papillon. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vous compare avec ça? C'est que les stratégies que vous utilisez, je suis sûre, pour avoir des clients ou même des patients, et là je parle au médecin, je parle au dentiste, non, parce que le dentiste, il y a une rareté des dentistes. Donc, ils font leur fonction, mais ne sont pas des dentistes fonctionnels. Là, va dépendre de la conscience du dentiste. Mais les médecins, par exemple, est-ce que vous êtes content d'avoir 15-20 minutes pour chaque patient et en train de faire prescription? Est-ce que vous, coach sportif, vous êtes content de pas dépendre, par exemple, d'une structure comme une salle de sport qui ne paye pas bien? Et vous êtes censé de suivre la loi de cette salle de sport. Vous êtes content avec ça? Continuez. Mais si vous sortez de là et vous commencez à utiliser les outils de la nutrition fonctionnelle, vous allez faire la différence. Et ça, c'est ce que je suis en train de vous proposer. C'est comment retenir votre patient, comment retenir votre client. Et après, il y a toute la partie spirituelle qui a rien, mais vous comprenez bien, rien à voir avec religion. C'est quel est votre propos professionnel. On appelle spirituel, professionnel et existentiel. Quel est votre propos? Quelle est votre mission? Pourquoi vous êtes là dans ce monde? Vous voulez devenir un professionnel de santé vrai ou vous voulez être un ou vous voulez être un prescripteur qui va suivre des protocoles? C'est à vous de décider. Mais si vous suivez que le protocole, vous êtes comme les autres. Pourquoi je vais venir chez vous? Pourquoi vous allez demander plus d'argent? Si vous faites exactement comme les autres, mon Dieu. Non. Après, on a toute cette base de la nutrition fonctionnelle qui est sommeil, relaxation. Tout ça donne l'impression d'être hyper simple, mais n'est pas simple. Pas du tout simple. Sommeil, relaxation, activité physique, alimentation. Et je vais essayer de vous montrer beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, à chaque fois, j'essaie de montrer beaucoup de choses. Et tout ça sont le nœud systémique, evidence-based systems, qui sont fondés sur évidence scientifique, mon Dieu,
que tout ça a une relation, l'énergie avec défense-réparation, avec biotransformation. Et notre sujet qu'on était en train de traiter dans la masterclass, c'était effectivement l'assimilation. Avec la digestion, l'absorption, toutes les fonctions, les 7 fonctions de l'intestin, mais il ne faut pas oublier que dans cette assimilation, il y a aussi notre poumon, notre système respiratoire. Poumon, pas que le poumon, larynx et fosse nasale et tout ça. OK? Bon, maintenant, surprise, regardez la beauté. Regardez la beauté. Wow! Je vais vous montrer la différence entre une approche traditionnelle et une approche fonctionnelle. Et là, je vais toucher un peu la médecine fonctionnelle, mais vous allez bien, aujourd'hui, vous allez dire « Ah, j'ai compris ». Alors, je voudrais que vous mettez dans notre communauté cette explication. Donc, notez bien à côté, je vous laisse prendre un papier parce que je voudrais que vous allez mettre quelle est la différence entre l'approche traditionnelle versus le fonctionnel. Donc, vous voyez cet arbre, OK? L'approche traditionnelle, alors, avant, qu'est-ce que c'est l'approche traditionnelle? À qui je m'adresse? Je m'adresse aux médecins, je m'adresse aux coachs sportifs, je m'adresse naturopathe, je m'adresse aux diététiciennes. Dites-moi qu'est-ce que vous faites là. Comme ça, je peux vous aider. Je m'adresse à vous tous qui sont des professionnels de santé classiques. Classiques. Ostéopathe, chiropracteur, tout ce qui est classique. Ça, c'est l'approche traditionnelle. Qu'est-ce que c'est fonctionnel? C'est tout ce qui est classique qui va devenir fonctionnel. Et je voudrais vous montrer la différence en action. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, la médecine traditionnelle, je vous montre. Tac. Elle est fondée sur le diagnostic des organes. Elle a un besoin fou. Elle, on va représenter par les feuilles, les branches de l'arbre. Ça veut dire tout ce qu'on voit. On voit que la personne est comme ça, qu'elle est en dépression. On voit qu'elle a la peau qui ne va pas. On voit que la personne a le côté des yeux là droit qui est comme ça. Ou sinon les paupières qui tremblent. Ça, on voit. Et là, on va diagnostiquer ce qu'on voit. Pour diagnostiquer ce qu'on ne voit pas, mais on voit quand même. On va diagnostiquer le foie. Pourquoi? Parce qu'on fait un examen et on dit, vous avez stéatose hépatique. Vous avez sclérose en plaques. Vous avez diabète type 2. Ils ont ce besoin de donner un nom à l'étiquette. Mais vous allez me comprendre. Donc, cette médecine, elle est focalisée sur les branches, sur les feuilles de l'arbre. Qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir les spécialités. Elle va voir endocrinologie, cardiologie, pneumologie, urologie. Vous voyez que déjà, on coupe la personne en plusieurs parties. Et si on sort un petit peu de la médecine, on va voir qu'on a le naturopathe, la diététicienne, qui fait exactement pareil. Elle va s'occuper d'un moment du nez, de l'autre moment de la gorge, de l'autre moment du pied. L'ostéopathe, il va s'occuper d'un moment de la colonne vertébrale, de sphincter d'Oddi, tout coupé. OK, c'est pas grave. Mais je vous explique la différence. Alors, qu'est-ce que va faire la médecine fonctionnelle? Cette médecine, elle adore ça. Je prends les signes et les symptômes et je donne un nom. Il y a même des tableaux, n'est-ce pas? Des tableaux. S'il y a ça, ça veut dire, exemple, si cette personne, elle a glycémie supérieure à 1, elle a tout de taille supérieur à 88 pour les femmes, centimètres. Si elle a triglycérides supérieurs à 50, si elle a HDL inférieur à 0,40 pour les femmes,
Si elle a ça, ça, ça et ça, elle a syndrome métabolique. Et ben voilà. Alors, la médecine fonctionnelle, médecine fonctionnelle, on peut éventuellement donner un médicament. Nutrition fonctionnelle, il faut être beaucoup mieux parce qu'on va se débrouiller sans le médicament. OK? Ça, c'est basiquement ça. Mais, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Tout à fait. On va aussi prendre les signes et symptômes. Mais l'approche traditionnelle, il regarde les feuilles. Tout ce qu'on voit. Les fruits, les feuilles, c'est comme ça un arbre. Nous, on va faire tout le contraire. On va regarder là-haut. On va focaliser sur les causes qu'on appelle les causes profondes. Les causes sous-jacentes. On va voir pourquoi cette personne a tous ces signes et symptômes, d'où viennent ces signes et symptômes. Et là, pour ça, on va comprendre les antécédents, les déclencheurs, les médiateurs. Et là, on va regarder aussi toute la partie de la prédisposition génétique de ce patient, le mental, les spirituels, l'émotionnel, les expériences de ce patient, la carte mentale de ce patient, les attitudes, ses croyances, tout ça, mais, et je ne peux pas oublier, on va aussi travailler son mode de vie. Vous voyez la beauté de ça? Mais je n'ai pas fini parce que je vais vous donner un exemple. On va dire que quelqu'un, un exemple, vous souffrez de dépression, ok? Ce nom va venir de symptômes et de signes. Le psychiatre, le médecin, va même vous demander de répondre à un questionnaire et il va dire, ah, vous avez une dépression. On est d'accord? C'est comme ça. Et on est bien d'accord que dépression, ce n'est pas une carence en Prozac. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va donner ce psychiatre à cette personne? Du Prozac, un médicament, comme si elle était en déficit de Prozac. Mais ce n'est pas du tout ça. Parce que la nutrition fonctionnelle, à la place de donner quelque chose, même une plante, à cette personne, parce que vous faites ça, c'est pour ça que je vous appelle traditionnel. Ça veut dire, vous allez donner plein de choses, sérotonine, je ne sais pas quoi, tout ça, tout de suite. Ah, elle est en dépression. On va éviter la dépression. Ou elle est angoissée, je ne sais rien. Donc, vous avez déjà donné une étiquette. Alors, je vais vous expliquer une chose. La dépression, elle n'est pas une carence de Prozac. Mais qu'est-ce qu'elle peut être? Elle peut être une maladie cœliaque qui provoque une maladie qui va provoquer une maladie auto-immune comme Hashimoto par exemple, qui peut être causée ainsi une inflammation au niveau du cerveau qui provoque une dépression. Option numéro 1. Option numéro 2, peut-être ce patient-là, il prend des IPP. Et là, il va avoir une carence de B12. S'il y a une carence de B12, ça veut dire qu'il lui manque de la cobalamine. Ça veut dire qu'il va méthyler mal. Ça veut dire aussi que carence de B12, dépression. Vous comprenez? Et là, je donne que un exemple. Ça peut être aussi que ce patient, il prend beaucoup d'antibiotiques. Et s'il prend beaucoup d'antibiotiques, ça va modifier son microbiome qu'on a discuté énormément avant. Microbiome, qu'est-ce que c'est? Microbiote, qu'est-ce que c'est? Donc, ça peut provoquer une dépression. J'ai donné déjà 4 raisons. 5e raison, peut-être cette personne a beaucoup de mercure, excès de mercure dans le corps, et cela peut provoquer la dépression. Peut-être cette personne qui a la dépression, elle déteste poisson. Elle déteste. Alors, elle a un déficit en acide gras polyinsaturé, oméga 3.
peut-être cette personne, elle mange énormément de sucre. Elle est pré-diabétique, elle a une insulinémie très haute, elle est en insulinorésistance. Et ça peut entraîner une dépression. Est-ce que vous comprenez la différence entre mon travail et le vôtre? Est-ce que c'est clair? Vous prenez dépression, vous donnez des plantes, vous donnez des médicaments, vous donnez des Prozac. Nous, non. Nous, on va mettre cette personne dans la matrice de la nutrition fonctionnelle et on va chercher les causes. Et c'est pour ça que c'est pérenne. C'est pour ça que je vais amener cette personne à la vitalité positive. Je ne sais pas comment vous expliquer mieux ça. S'il vous plaît, si vous avez compris, vous mettez là et je voudrais cette explication avec mon exemple dans une belle carte mentale. Pas un résumé, carte mentale. Oui, Patricia. Peut-être que... Ah non, mais là, je donnais quelques petits exemples. Mais Patricia, peut-être carence en vitamine B, mais il va falloir m'expliquer le pourquoi et le comment. C'est pas dire carence en vitamine B. OK? Parce que carence en vitamine B, ça veut dire que si j'ai carence en B3, en B2, je suis plutôt en train de parler de voies métaboliques énergétiques plutôt. Mais si je parle de B9, de B12, là oui, je parle de méthylation. Donc, Patricia, elle me donne carence en vitamine B. Ça veut dire quoi ça? Carence en vitamine B. OK? Donc, nous là, on va examiner l'ensemble du système, pas des choses individuelles comme les gens disent. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de nous examinons l'ensemble du système, mais pas avec cette histoire de vision holistique. Arrêtez la nutrition fonctionnelle, n'est pas ça. Vision holistique, ça veut dire que je regarde là, généralement. Non, c'est le contraire. On va chercher la biochimie de cette dame, de ce garçon-là, qui a peut-être ce déficit d'acide gras polyinsaturé, qui mange trop de sucre. C'est la personne. Donc, il n'y a pas de vision holistique. Il y a des visions intégrées. Mais j'ai peur parce que vous mélangez avec médecine intégrative et c'est pas ça. C'est pas ça. La médecine fonctionnelle, c'est vrai, c'est une philosophie de regarder les causes. La nutrition fonctionnelle, c'est les stratégies que la médecine utilise. C'est clair. Si vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas enlever un médicament. Vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez travailler d'une façon telle que le médecin sera obligé d'enlever le médicament. Et c'est ça qui arrive avec moi. Bon, aujourd'hui, moins, c'est parce que je prends mon téléphone, je dis que je suis, et parfois, c'est même le médecin qui m'a envoyé la personne. Mais ne pense pas que c'est facile, hein? C'est pas facile. À mon accent. Ah, S-E, je ne sais pas comment vous appelez, mais accent parfait. J'ai un accent, ça c'est clair. Alors, nous cherchons les causes sous-jacentes. Quelles peuvent être des causes? Toxines, allergènes, microbes, stress, déficit nutritionnel, problèmes génomiques, tout ça ensemble, ça peut. Hein? Un peu d'un, un peu de l'autre. Il va falloir résoudre tout ça. Et donc, on va revenir à notre cours qu'on avait parlé. Je continue le cours là. Regardez ici mon estomac. On a passé, vous voyez, la dernière fois, on a fait tout le voyage. Si vous n'avez pas regardé au moins notre cours de la dernière fois, Eric, je pense qu'il va mettre ça à la fin de cet exposé pour que vous puissiez retrouver, qui est notre cours de mardi. OK? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre estomac, on a le fundus, qui s'appelle aussi grosse tubérosité. Hein? On a la grande courbure, le corps, le fond, le entre. Au niveau antral, on a aussi le pylore. Et j'ai mis cette photo de l'estomac pour que est-ce que vous puissiez faire le rapport entre le dessin
et nos cellules. Par exemple, là, je donne la réponse. OK? Mais il faut bien savoir qu'en ce moment, il y a 64 personnes qui sont en train de rien faire. Ce n'est pas un apprentissage, ça. Ça s'appelle apprentissage passif. Ça, vous allez oublier tout de suite. C'est pour ça qu'existe notre communauté pour vous forcer à travailler. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va voir en termes de cellules et sécrétions? Regardez, au niveau du fundus, après je vais vous montrer une photo belle. Fundus qui va jusqu'au corps là. On a les cellules pariétales. Les cellules pariétales, aujourd'hui, on va revoir comment produire l'acide chlorhydrique. Parce que vous ne pouvez pas être un professionnel de santé si vous ne savez pas comment produire l'acide chlorhydrique dans le corps. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, et on a des bases fondamentales pour savoir qu'est-ce que c'est un acide, qu'est-ce que c'est une base, qu'est-ce que sont les 3 théories acido-basiques. Ça, c'est l'obligation d'un coach sportif pour ne pas dire de bêtises, pour ne pas dire de conneries, pour ne pas faire des affirmations que vous ne connaissez pas, que vous allez dire « quelqu'un m'a dit ». Non, quelqu'un vous a dit, comment ça? C'est vous le professionnel, c'est vous. Et ne restez pas coincé dans votre profession. Allez, apprenez, apprenez. Vous allez voir que votre profession va devenir un plaisir. Je ne peux pas vous lire parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Tout à fait, Marie-Hélène. Très bien. Cellules et ses sécrétions au niveau du fundus. Acide chlorhydrique produit par la cellule pariétale. La cellule pariétale, elle produit que l'acide chlorhydrique? Non. Elle produit aussi d'autres éléments. Par exemple, le facteur intrinsèque. C'est le facteur de Castle. Je vous ai parlé de la dépression, ça fait 5 minutes. Pour produire la vitamine B12, on a besoin du facteur intrinsèque. Le facteur intrinsèque est produit par ma cellule pariétale. Si vous prenez des IPP et vous allez changer le métabolisme de cette région, de cette cellule pariétale, ma vitamine B12 sera compromise. Donc, est-ce qu'on peut lier hypochlorhydrie à dépression? Oui. À la place de donner du Prozac, à la place de dire à la personne de prendre ashwagandha, parce que les gens adorent ça, je donne ça comme exemple, parce que vous avez une poche comme ça de plantes, de machins, de je ne sais pas quoi. Vous faites comme les médecins, vous suivez des protocoles exactement pareils. Non, arrêtez, psh, stop. Là, vous allez voir si mon patient est en hypochlorhydrie. Je vais vous montrer aujourd'hui. Ah, Elisa, mais aujourd'hui, vous allez dire l'hypochlorhydrie. Exactement. Et demain, je vais dire une autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a tout un système à apprendre. On ne peut pas faire le lien de tout ça. C'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler. Pepsinogène, cellule principale. Ce n'est pas la cellule pariétale. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette pepsinogène? Mon Dieu! Le pepsinogène va devenir dans la lumière de l'intestin, là-dedans. Il y a la cellule qui est ici, la cellule qui est ici et ici. Elle va libérer du pepsinogène. Ah, mais elle va libérer du pepsinogène comme ça? Évidemment que non. Il y a le nerf vague qui innerve cette région et d'autres éléments, la gastrine par exemple. Il y a une distension de mon estomac qui va obliger à cette cellule principale de déclencher les pepsinogènes dans la lumière intestinale. Et là, on a aussi la gastrine qui a été déclenchée et aussi le nerf vague par l'acétylcholine qui a déclenché la cellule pariétale à produire l'acide chlorhydrique. Et là, le H+ qui vient de la cellule pariétale
et le chlore vont s'unir et former l'acide chlorhydrique qui va agir en train de transformer les pepsinogènes en pepsine. Et la pepsine, c'est l'enzyme qui va faire la digestion de protéines. Pas de toutes les protéines, spécialement les protéines qui sont des protéines acides aminés aromatiques. Vous voyez? Vous voyez la connaissance qu'il faut? Et là, on a un pH idéal de conversion de cette pepsinogène en pepsine qui est de 1,8 à 3 à 3,5. Ça dépend de notre source de études. Il y a des articles, il y a des travaux qui montrent 3 à 3,5, 3, et c'est une grosse différence, hein? Grosse différence. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette fonction de pepsine en pepsinogène va tout arrêter en pH supérieur à 5, tout arrête. Et on a de récepteurs comme les cellules D, qui est la somatostatine, qui arrêtent tout. Là, je vais vous dire, on a somatostatine là, on a somatostatine. Somatostatine, c'est une hormone. Donc, c'est une hormone, elle va se balader partout. Et on a somatostatine dans la cellule du pancréas, dans les îlots de Langerhans, qui vont arrêter la production, qui vont contrôler la production de... on a un problème là. OK. Qui vont arrêter la production d'insuline et aussi de glucagon. La somatostatine, elle régule ça. Donc, somatostatine, c'est un inhibiteur, déjà. OK? Et on va avoir aussi mucus, cellule à mucus, ou cellule de gobelet, qui est au niveau, là, bien superficiel. Évidemment, c'est la première cellule qui va faire contact avec cette lumière intestinale pour protéger les parois de notre estomac. Et on a aussi la lipase gastrique, qui est une nouveauté qui va être produite au niveau des cellules principales. 5 à 40% de l'hydrolyse des triglycérides, ça on ne savait pas, est faite dans l'estomac. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'on a aussi les glandes pyloriques. Pylorique, ça veut dire qu'on est là, au niveau du pylore. Le pylore, c'est une région qui va être hyper contrôlée par la cholécystokinine. Plusieurs hormones vont agir ici, aussi, évidemment, le système nerveux sympathique, le système nerveux parasympathique, avec l'acétylcholine de notre système nerveux parasympathique. Alors, cette glande pylorique, c'est une région qui va produire les cellules qu'on appelle, dans les cellules G, on va produire une hormone qui s'appelle gastrine G17. Ah, il faut savoir que G17, oui, parce qu'on a au niveau du duodénum une production d'hormones aussi qui s'appelle gastrine aussi, mais que c'est G34. Et c'est différent. C'est différent. Donc là, cette gastrine, elle va gagner, elle va être produite ici au niveau de l'antre, elle va gagner, regardez bien, elle va gagner la circulation sanguine et elle va revenir à l'estomac. Elle va agir sur la cellule pariétale, en train de déclencher la production d'acide chlorhydrique. Et qui va agir sur cette gastrine à côté? La somatostatine, qui arrête le processus, si on a besoin. Cellules muqueuses superficielles, on vient de vous dire, qui sont muqueuses superficielles. Mucus très visqueux et alcalin. Production de bicarbonate, mucoprotéines, mucopolysaccharides. Donc, vous voyez bien que la biochimie, la chimie, elle est construite. Donc, on regarde le nom bicarbonate, mais vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire bicarbonate. Vous ne savez pas comment on forme un bicarbonate, un sel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous n'avez pas de base. Ah, mais je déteste la chimie. Tant pis pour vous. Vous avez besoin pour comprendre le patient qui est devant vous. Vous avez besoin. Donc, les bicarbonates, mucoprotéines. Vous savez comment produire une protéine au niveau des ribosomes? Vous connaissez le processus de production de protéines qu'on va avoir
les acides aminés, qu'on va faire avoir les RNA messagers. Ces RNA messagers, il va sortir et il va jusqu'à au cytoplasme de la cellule, où il va jusqu'au ribosome, où on aura la production de RNA ribosomal qui va produire au niveau des réticules endoplasmiques rugueux. Cette protéine-là, il y a des protéines qui sont de consommation propre. Je vais vous poser une question et vous allez répondre. Je voudrais bien que quelqu'un mette la question dans la communauté. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Pour ceux qui sont dans la communauté 19-29. Quelle est la différence d'une protéine produite pour consommation de la cellule elle-même ou d'une protéine qui va sortir de la cellule? Quelle est la différence en termes de synthèse de protéines? Comment je sais qu'une protéine, cette protéine est consommation propre de la cellule? Ah non, cette protéine, elle va partir. Est-ce que vous avez la réponse? Les pepsinogènes sont des enzymes. Les pepsinogènes est inactif. Il va devenir, le pepsinogène, il va devenir pepsine, tout à fait. Sont des enzymes, mais c'est une enzyme inactive. VAF, tout ce qui est gène, qui finit par le mot gène, est inactif. On a besoin de quelque chose, d'un substrat, pour faire que ça devienne actif. D'accord? Vous ne savez pas comment Je vais vous donner la réponse. Je vais noter ici. Protéine produite par la cellule, par consommation de la cellule elle-même, et protéines produites pour sortir. Je vous donne un exemple pratique. Comment je sais que la protéine, par exemple, elle va produire de l'insuline? Donc, si c'est de l'insuline, elle est en train d'être produite au niveau des cellules bêta du pancréas. On est d'accord? Dans les îlots de Langerhans. Comment vous savez que cette protéine, elle est l'insuline et qu'elle va sortir des îlots de Langerhans pour aller et faire un travail de hypoglycémiant? Comment? Et la cellule de bêta, elle a besoin, elle aussi, de protéines. Et c'est ça la réponse que je veux savoir. Donc, protéine est consommation interne et protéine, consommation externe. Et je voudrais que ceux qui sachent ou qui pensent qu'ils sachent, vous mettez ça. Ça, mes amis, il n'y a pas de réponse dans un bouquin. Comme ça. Non, il faut lire plusieurs livres pour avoir que cette réponse-là. Je vais vous donner. Ok. Fatima demande qu'est-ce que c'est acide aminé aromatique. Est-ce que quelqu'un peut lui répondre? Là, Fatima, on a besoin de base, ok? Base en biochimie. Base, acide, la réponse que je vais vous donner, vous allez continuer au même lieu. Ça veut dire qu'elle a un anneau de benzène. Ça veut dire qu'elle est un acide aminé cyclique. Je n'ai pas beaucoup aidé, n'est-ce pas? Alors, barrière de protection jusqu'à 1 mm d'épaisseur va faire la protection physique, la protection chimique et la lubrification et regardez la fonction du mucus. Et là, je vous ai fait un tableau de toutes les cellules. Vous pouvez faire un print si vous voulez. Donc, je vous donne cellules mucus du col parce que comme c'est une crypte, ok, la forme là, regardez, ça s'encrypte. Ok? Et là-haut, vous voyez là-haut où on est bien en contact avec la lumière intestinale. Et évidemment que c'est là qu'on va voir le mucus. À quoi sert d'avoir le mucus là au niveau de la conjonctive, au niveau là en bas? Ça ne sert à rien parce que j'ai besoin de mucus là-haut pour protéger toutes ces cellules-là. Vous comprenez? Donc, cette cellule mucus, elles sont au niveau du col.
Ah, un zoom. OK. Là, ó, ouverture d'une glande gastrique. Ça, là, ó, tous les glandes gastriques qui vont constituer les parois de mon estomac, elles sont comme ça. Et là, bien là-haut, imaginez l'estomac, ok? Donc, bien dans la superficie, on va avoir des invaginations qui sont ces cryptes, et bien dans la superficie, on appelle le col, on va avoir le mucus, ok? Et là, je vous ai fait ce petit résumé, parce que là, oh, vous aurez cellules pariétales, donc vous voyez qu'il y a les stimulus. Ici, on a les types cellulaires qui vont constituer notre estomac. Ici, on a la lumière intestinale. Là, regardez cette photo. Ça, c'est l'estomac. Et on est en train d'étudier quelles sont les cellules qui constituent et comment c'est la forme, les structures de cet estomac. OK? Activité des cellules sécrétrices de la muqueuse gastrique, les jus gastriques, qui va baisser notre pH. OK? Tout est bon pour tout le monde? Salut Hélène. Amine. Lilia, il y a du son. Je voudrais savoir les gens qui se sont abonnés. Je vous invite à abonner à la chaîne. Estelle, Isassoum, a suivi. A suivi, non, a suivi, c'est pas bon, gente. A suivi. A suivi. Ah! A aimer. Voilà, il faut aimer, pas que suivre. OK. Je peux continuer alors. Donc, nous avons ici ces dessins-là. Ici, ils ont fait un zoom de cet estomac où on va voir des cryptes. On va voir des cryptes. Et on va voir cellule muqueuse du col, là-haut, qui va avoir la substance sécrétée, qui va stimuler la sécrétion de ce mucus. Et à quoi sert ce mucus? Donc, cet tableau, il est très bien, mais, je vais parler après du mais. Cellules pariétales, production d'acide chlorhydrique, production de facteurs intrinsèques ou facteurs de Kessel. C-A-S-T-L-E, Kessel. Parce que le monsieur qui a découvert ça, c'est Kessel, qui fait partie de la production de notre vitamine B12. Et cette sécrétion d'acide chlorhydrique est stimulée par l'acétylcholine. Quand vous voyez acétylcholine, ça veut dire le nerf vague, le noyau dorsal du vague, ça veut dire système nerveux parasympathique. Quand vous voyez gastrine, regardez la gastrine, cellule G là en bas. Comment ça? Je vous explique. La gastrine va produire la cellule G va produire la gastrine G17 qui va tomber dans la circulation sanguine et il va revenir là-haut pour aider là-haut, gastrine, pour stimuler la cellule pariétale à stimuler l'acide chlorhydrique. Activation de la pepsine, destruction des bactéries, évidemment, parce que mon pH de l'acide chlorhydrique, il fait baisser. Et là, vous allez avoir, effectivement, on va tuer les bactéries. Donc, il y a une fonction immunitaire. Formation d'un complexe de vitamine B12 qui permet son absorption. OK? Cellules hétérochromaffines-like sont les cellules... Pardon. Là, cellules hétérochromaffines-like sont des cellules qui vont produire de l'histamine. C'est l'histamine que vous avez besoin, que vous connaissez? Non, c'est pas l'histamine des mastocytes, c'est pas l'histamine qui vous fait gratter, c'est une autre histamine. Elle a des récepteurs qui s'appellent H2 dans le propre estomac, qui a ce récepteur H2 au niveau de quoi? De là-haut. Stimulation de gastrine, stimulation par l'acétylcholine, stimulation de sécrétion d'acide estomacal. Vous voyez? Donc, c'est les propres éléments de l'estomac
qui eux-mêmes vont rentrer dans la circulation et revenir à l'estomac. Donc, quand on a une production d'hormones qui va agir dans l'organe même, on dit fonction paracrine. Paracrine, à côté. Mais à côté, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas dans la circulation sanguine. Il va rentrer et faire tout le machin pour arriver à nouveau au niveau de l'estomac. Parce que cette hormone sera aussi utilisée par d'autres cellules dans notre corps qui ont le récepteur pour cette hormone. OK? Cellule principale, pepsinogène, gène inactive. Lipase gastrique, aussi. Il y a lipase au niveau salivaire, il y a lipase gastrique et il y a la lipase hyper connue qui est la lipase pancréatique. OK? Lipase, enzyme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir sur les lipides. Ça, c'est une évidence. Acétylcholine, vous voyez, acétylcholine. Pourquoi? Parce que le nerf vague, avec son fuseau, sa ramification efférente, motrice, elle va agir sur tout le système digestif, de A à Z. Et le système sympathique va agir sur tout le système digestif pour arrêter. OK? Mais ce n'est pas que ça qui arrête. Il y a la cellule D. Regardez la cellule D. Elle est un peu partout. Elle est la somatostatine, cette cellule D. Qui elle va, tout simplement, je vais vous expliquer un truc. La somatostatine de l'estomac qui produit la cellule qui produit la somatostatine qui va arrêter, qui va inhiber la sécrétion gastrique au niveau de l'estomac, s'appelle cellule D. La somatostatine qui va arrêter l'insuline, la somatostatine, elle s'appelle cellule delta. Ben, ça commence par D aussi. Vous voyez? Au niveau du pancréas dans les îlots de Langerhans. Et la cellule G? Cellule G, gastrine. Acétylcholine, peptide, acide aminé. Alors, Elisa, vous voyez que ça, c'est un or, cet résumé. OK? Sauf que, si vous faites ce résumé-là, comme ça, vous n'allez pas savoir appliquer dans la nutrition fonctionnelle. Vous n'allez pas savoir, quand votre client est devant vous, vous n'allez rien comprendre. Parce que ça, c'est un processus tout simplement de mémorisation. Ce que je veux que vous fassiez, quand vous voyez un tableau, c'est de mettre ça dans un contexte. Vous allez me faire l'estomac, une personne qui mange un morceau de pain, et vous allez me déclencher tout ça. Ah là oui, là oui. Et là, vous n'allez plus jamais oublier. Mais un tableau, combien de tableaux vous avez déjà étudié? Je ne sais pas. Et combien vous avez déjà oublié? C'est étudier, oublier, étudier, oublier. Et ce n'est pas parce que vous êtes âgé, et ce n'est pas parce qu'il y a évidemment des gens qui ont un manque d'attention. Mais quand vous travaillez, vous, activement, vous n'avez pas manque de concentration parce que c'est impossible. Un exemple, vous allez écouter tout ce que je viens de parler de ce tableau. Vous posez des questions, vous notez, questions. Vous faites comme si vous allez proposer un examen à quelqu'un. Vous allez essayer de répondre à vos propres questions. Mais pas que aujourd'hui, dans 3 jours. Et là, vous êtes en train de faire une activité d'apprentissage actif. Et vous, adultes, vous apprenez que comme ça. Cette histoire, comme les enfants, on donne ce tableau, ils mémorisent en 5 secondes. Et demain, ça risque de leur demander, ils savent encore. Ce n'est pas le cas de l'adulte. L'adulte est beaucoup plus sélectif. Et mémoriser un tableau, ça ne fait pas de sens. OK? Marie-Hélène, vous avez compris, Marie-Hélène Durand. Allons-nous maintenant à la phase intestinale. Je vous ai donné un cours qui c'est celui-là.
il était gratuit. Gratuit. Qui c'était dans notre échauffement. C'est pour ça, si vous m'accompagnez, vous allez savoir tous les échauffements que je vais faire. Vous pouvez profiter de cette connaissance. Vous voyez, ça c'est une carte mentale. Ça c'est une carte mentale qui a été construite par moi. Elle n'a pas beaucoup de valeur parce qu'il va falloir que vous construites la vôtre. Il y a ici des personnes qui ont participé et ils ont fait leur carte mentale. C'est top. Et donc, on a ici les hormones qui sont produites au niveau du duodénum que je vous ai mis. La sécrétine produite par les cellules S. Je vous explique comment fonctionne ce petit tableau. La sécrétine, elle est produite par la cellule S. Elle répond, elle est stimulée, la sécrétine, quand il y a beaucoup de protons et beaucoup d'acides gras, quand on mange. Période prandiale, acides gras et protons. Proton vient d'où? Vient de la cellule pariétale, qui a été stimulée par la gastrine. Elle va rentrer dans le sang et on a des récepteurs au niveau de l'antre, au niveau du foie, au niveau du pancréas. Vous voyez? La sécrétine, elle inhibitrice de la cellule G. Ça veut dire qu'il y a déjà trop d'acidification. Qu'est-ce qu'elle va faire? S'il y a trop d'acidification, elle va stimuler tout ce qui va faciliter la digestion, qui est deux choses. Émulsification et alcalinisation. Donc, elle stimule les foies à produire la bile pour la émulsification et elle stimule les ducts pancréatiques à produire du bicarbonate. Compris? La CCK, elle va bien avec la sécrétine. Elle s'appelle cellule I. Tout ça, c'est au niveau du duodénum, ok? Elle va dans le sang, récepteur, je vous ai écrit. La chyme, je ne vais pas rentrer dans les détails, on est en train de faire un résumé. La chyme, ça veut dire qu'on était à Chile, et on était à chyme, et on va devenir Chile. Chyme, c'est acide, ok? Chyme, c'est acide. À partir du moment qu'on passe au niveau du pylore, on va commencer à alcaliniser. Et la GIP, qui est Gastric Inhibitory Peptide. Ce GIP, il est produit au niveau des cellules pariétales, mais aussi a une forte relation avec notre pancréas, parce que glucose dépendante insuline peptide. Cette GIP, elle est une incrétine. Elle increase la production de, vous savez, insuline. Alors, cellule bêta du pancréas augmente l'insuline. Elisa, je suis perdue parce que vous avez besoin de bases fondamentales. C'est ça que vous avez besoin. J'ai envie de donner un scoop, mais je ne peux pas. Il va y avoir une surprise bientôt, j'espère. Réflexe gastro-entérique. Gastro, estomac, entérique, intestin. Qui va avoir un rapport avec notre système nerveux central. Ici, je vous montre la photo du système nerveux central. Là, on va voir, regardez, ici, là, on a le nerf vague. Le nerf vague, il y a la partie afférente sensitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette nerf vague afférent sensitive, il prend la température des organes digestifs et il informe là au noyau du dorsal du vague qui va donner la réponse qui c'est le canal efférent moteur. Donc notre corps il fonctionne comme ça. Et donc regardez, numéro 1, ici on a notre duodénum, on est d'accord? Regardez, estomac, ici oh, c'est qui là que je suis en train de vous montrer là-haut? C'est le sphincter inférieur de l'ésophage, où on va avoir tous les problèmes de reflux. Après, on va voir ici notre pylore, qui va se communiquer avec notre duodénum. On va sentir ici les stretching
Donc, stretching, ça veut dire quoi? Qu'on a des récepteurs de distension qui vont informer là-haut. Alors, sensory nerve, c'est la partie sensorielle du nerf vague qui va là-haut, et qui va venir ici. Nerve va inhiber les mouvements péristaltiques du estomac. Donc, ça veut dire quoi? Va contrôler la vidange gastrique aussi. Parce que sinon, tout passait, quoi. Donc, à partir du moment que je suis en train de vider mon estomac, il y a cette information pour contrôler. Donc, c'est pour ça qu'on a 27 ml qui reste, que 3 ml qui descend. OK? Ça s'appelle le réflexe gastro-entérique. Il va réguler la vitesse. Et cette vitesse, elle dépend de la individualité biochimique de chaque personne. Pourquoi? On va avoir des personnes qui, à jeun, vont produire de 1 à 4 ml par minute de sucre gastrique. Vous comprenez? Et postprandial, après que la personne mange, de 1 à 10 ml par minute. Vous voyez? Donc, il y a une personne qui peut produire, par exemple, qui peut manger de la pierre, boire 1 litre d'eau, et elle n'a pas d'exécutation. Ce sont des autruches qu'on dit. Donc, il y a une individualité au niveau de production gastrique. Là, c'est à jeun et là, c'est postprandial. Une personne, elle peut produire 10 ml ou 1 ml. C'est complètement différent. Une personne qui produit 10 ml d'une personne qui produit 1. Tout dans la physiologie. Et la vidange gastrique va dépendre de la taille des particules alimentaires, de la mastication, de la eau. Et elle va varier aussi par rapport au niveau de calories. Ça peut varier de 1 à 4 calories par minute. Donc, plus vous mangez calorique, plus de difficultés à faire la digestion. On a montré tout ça, vous vous rappelez? Et là, je vous demande de me donner un like aux spectateurs qui sont là, s'il vous plaît. Et on va continuer notre sujet mardi, parce que notre sujet sera hypochloridrie. Résumé, je ne veux pas dépasser beaucoup l'heure, parce que je veux que vous soyez avec de petites connaissances, de petites quantités de connaissances, pour que ça ne devienne pas un monde pour vous. Donc, je vous invite à aller à ceux qui veulent participer de la communauté. Quel est le devoir d'aujourd'hui? Communauté 19, live 19-29. Qu'est-ce que je vais vous demander? Je vais vous... Good vibes. Jean-Pierre, good vibes. Je vais vous demander de faire la carte mentale de... On n'a pas vu la production d'acide chlorhydrique. Déjà, répondre à la question. Quelle est la différence entre la protéine de consommation cellulaire interne et de la consommation externe, comme l'insuline? Ça veut dire que cette protéine va sortir. Cette réponse, je vous donnerai bientôt. Je vais vous donner là, hein, dans notre communauté. Et faire un petit résumé de ce que je vous ai demandé en termes de carte mentale. Pratiquer, c'est très important. Et on va commencer l'hypochloridrie mardi. Je vous vois mardi à 19h29. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Travaillez avec continuité. Si vous ne pouvez pas travailler tout le temps, beaucoup d'heures, et beaucoup d'heures, c'est pas bon. Ok? C'est à chaque 2 heures, on doit arrêter. Mais travailler, même que ce soit 15 minutes, quoi. Mais tous les jours. La continuité, c'est comme l'activité physique. Il faut le faire. D'ailleurs, je commence la mienne lundi. Parce que j'avais arrêté parce que j'étais trop fatiguée. Mais c'est qu'une excuse. Je vous promets que mardi, je vais vous dire si je vais commencer ou pas. Si je ne commence pas, je vous dis.
mais j'ai toute l'intention de commencer. Hein? Merci pour la confiance et à bientôt. Vem comigo!